Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast Vers l'excellence sportive. Je m'appelle Johan, je suis étudiant en STAPS et dans ce podcast, je vous invite à vous plonger dans le monde du sport et de la performance à travers des entretiens avec des experts du domaine. Dans ce podcast, nous aurons l'opportunité d'aborder divers sujets directement liés à la performance sportive, comme par exemple la préparation physique, la préparation mentale, l'entraînement, les blessures et encore d'autres sujets. Mon objectif est de partager avec vous les connaissances des experts ainsi que leurs expériences enrichissantes. Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Johan qui est kiné et coach. Bonjour Johan. Eh ben, salut Johan aussi. Ouais, Enchanté et merci de ton invitation. Je suis ravi d'être là avec toi, ce soir. bah écoute, c'est réciproque. On va partir sur un petit moment d'échange et pour démarrer, je vais te laisser te présenter, parler un peu de ton parcours et de ce qui t'a amené à avoir finalement cette double casquette puisque tu es à la fois coach et kiné. Exactement et pourtant, dès le début de mes études, de base, j'étais pas du tout, voué à ça puisque j'avais commencé, STAPS au départ pour être officier de sapeur-pompier, pour intégrer après une école d'officier de sapeur-pompier. Donc finalement, ça n'a pas abouti comme ça. En fait, dû à la suite de mon premier stage en deuxième année de STAPS, donc j'ai découvert le métier de préparateur physique. Qui m'a bien plu. Du coup, bah, rapidement, le métier de pompier peut passer à la trappe et ça a été remplacé par préparateur physique. Donc c'est pour ça que j'ai continué jusqu'en master 1 en STAPS et après je me suis rendu compte que, le corps humain, ça m'intéressait vraiment et que je voulais vraiment approfondir mes connaissances là-dessus. Et quoi de mieux que kiné pour, en apprendre un petit peu plus? Du coup, j'avais fait un certain nombre de demandes pour intégrer des écoles de kiné en France et au final mes efforts ont payé, j'ai pu intégrer l'école d'Assas, à Paris et du coup après cursus classique, 4 ans d'école et ça fait maintenant 2 ans et demi que je suis diplômé. Donc 2 ans et demi que je suis diplômé kiné et du coup depuis, 6 ans, coach préparateur physique. Ok, d'accord. T'as fait ta licence et le master dans la même ville? Ouais, la licence donc à Toulouse, le master 1 à Toulouse et du coup, c'est rigolo parce qu'on en a parlé tout à l'heure. J'ai fait en parallèle de mon master 1, à Toulouse, j'ai fait un DU, sur les techniques de force athlétique et d'haltérophilie qu'il y a justement à Montpellier. Donc c'était, Ouais. pendant les vacances, je faisais la navette entre les 2 villes et DU très, très intéressant et j'ai appris plein de choses. Ouais, c'est vrai que le DU, j'ai eu pas mal d'échos sur le DU de Montpellier. C'est vrai qu'apparemment, il est très qualitatif. Donc, Il y a des intervenants, tous les intervenants qu'on a eus, c'était des, hommes à la fois de théorie et surtout de pratique. Du coup, ça a mélangé, bien la subtilité entre les 2 et ça, c'était vraiment un plus et c'était pendant le temps de mes vacances, universitaires et au final, comme je me régalais, je voyais vraiment pas ça comme un fardeau de suivre 2 formations en parallèle. ok, ouais, mais c'est vrai qu'il y en a pas beaucoup qui font ça en même temps de leur master. Donc, voilà. Et du coup, je pense, du coup, tu avais des stages à faire aussi. Tu les as fait dans quel club? Ou dans Totalement, quel... donc dans le cadre du master 1, je faisais, mon stage avec les U19 nationales féminines du TFC, du Toulouse Football Club. Donc, Ok. c'était c'est Guillaume Balaguer, l'entraîneur des U19 qui m'avait laissé ma chance, puisque j'étais allé un petit peu au culot en disant: «Bah, je donnais mon CV et on va voir si il me rappelle» et il l'avait fait donc, déjà, un petit remerciement à lui et du coup, le stage qu'on devait faire dans le cadre du DU dans ma promo, j'avais, tu dois sans doute connaître Max Altenhoven, qui m'avait lui aussi, accueilli, gentiment, avec le centre de formation des Phénix et ça collait parfaitement un petit peu avec l'EDU puisque il utilise pas mal de semi-techniques, dans le cadre de la préparation physique des jeunes handballeurs et du coup, j'ai pu voir ce que j'apprenais en théorie, le voir directement en application au centre de formation des Phénix, donc c'était pas dégueu. Ok, donc c'est des stages plutôt dans des bonnes structures, du coup, est-ce que tu dis? Ça va, t'en as tiré des bonnes choses?
Totalement, évidemment le stage, du master 1 c'était, bon vraiment de l'intervention, vraiment travailler en enfin, pour la partie athlétique, il me faisait totalement confiance Guillaume, donc ça c'était vraiment cool. Je pouvais, vraiment, mettre en place, ce que je voulais et pour la partie on va dire, au Phénix, c'était plus de l'observation, mais comme je partais, c'était vraiment en fait un univers, à la fois le handball et la force athlétique et haltérophilie que je connaissais pas. C'était très bien que ça soit que globalement de l'observation et un petit peu d'intervention, mais de l'observation puisque, ben, ça me permettait de voir aussitôt, comment mettre en place tout ce que je venais d'apprendre. Donc ouais, D'accord. plutôt des très bonnes expériences. OK, bah, ouais, c'est intéressant. Du coup, t'as pas voulu poursuivre en 2e année de master? Ben, Ou ah c'est non, c'était que pour faire kiné, c'est ça? Ou c'était pour c'est faire ça, kiné peut-être? donc là où tu as raison, c'est que j'ai longtemps hésité entre: «Est-ce que je finis le master 2 et que je tente kiné après?» Donc j'ai hésité, puis j'avais tenté donc durant mon année parce qu'en fait, les inscriptions pour les écoles de kiné, elles se fait durant l'année de master 1, enfin durant l'année, pour l'année prochaine. Ouais. Donc j'avais essayé Mmh. d'anticiper et il s'avère que j'avais été pris à quelques écoles, donc je me suis dit: «Bon, c'était quand même une chance» puisqu'il y a la passerelle permettait par promo à 1 à 3, 4 élèves d'intégrer une école, alors qu'il y a peut-être 100 à 200 demandes. Donc quand j'ai vu que j'avais cette possibilité-là dès cette année, bon, j'ai dit, «Let's go». Ouais, finalement, tu as saisi l'opportunité quoi, donc Exactement et après je m'étais dit: «Si un jour je veux terminer le master 2, ben, j'essaierai d'y retourner», mais pour le moment, c'est pas au programme. OK. Bon, déjà, tu as déjà pas mal de bagages en poche, donc c'est déjà pas mal pour, Ça va. alors il me semble aussi que tu es, athlète hybride. C'est comme ça que tu te qualifies notamment sur Instagram. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu ce que tu entends par athlète hybride? Ouais, bon, c'est vrai que c'est comme ça, c'est un petit peu la mode de se qualifier comme ça, donc j'ai surfé sur la mode et c'est, comme ça, on va dire que je m'appelle. Bah, mon objectif à mon humble niveau, hein, on est d'accord que par rapport aux spécialistes dans leur, catégorie, je suis vraiment loin d'être bon. Mais du coup, mon objectif, c'est d'être le plus complet possible. Donc à un moment donné, tout ce qui est force, d'avoir des perfs pas trop dégueulasses, tout ce qui est mobilité, tout ce qui est sprint, tout ce qui est endurance, tout ce qui est, puissance, détente et cetera. En parallèle de ma pratique, en foot loisir, où là, on a un entraînement par semaine et un match par semaine. Donc, 11 contre 11 avec, arbitre, montée, descente, coupe de France, une sélection nationale où j'ai eu la chance, de pouvoir, participer à des jeux mondiaux. Donc c'est cool de voir que tout le travail, on va dire, pour devenir un athlète hybride, a quand même des transferts au foot et ça, c'est plutôt cool. D'accord, bah, j'allais justement te demander si tu avais un sport de prédilection, j'ai deviné, c'est le foot, c'est ça? Exactement, j'ai dû commencer, comme tout le monde entre 12-13 ans, un tout petit peu plus tard que les autres, mais c'était vraiment mon sport que j'ai dû pratiquer, j'ai 28 ans maintenant, ouais, peut-être pendant 15 ans, en FFF, donc d'abord sur Toulouse, puis j'ai fait une année, du côté de Paris et après j'ai toujours gardé un peu de foot. On avait une équipe universitaire sur Paris, à laquelle je participais et là, depuis que je suis revenu sur Toulouse, c'est plus de la FFF, c'est de la FSGT, donc orienté foot loisir. Donc c'est moins prise de tête, mais il y a quand même du bon niveau et c'est plutôt intéressant. Donc je suis content et ça me correspond totalement. Bah, ouais, surtout que tu as tes entraînements aussi personnels du coup, en plus du foot, donc faut pouvoir organiser un peu tout ça, quoi. Et d'ailleurs, je voulais savoir aussi comment tu fais pour planifier un peu tous tes entraînements étant donné que tu as des entraînements du coup, qui sollicitent des qualités musculaires différentes. Tu as dit force, endurance, sprint, tout ça. Comment tu fais pour t'organiser, planifier tout ça? Ben, pour le bas du corps, d'abord, je me positionne donc le foot qui est le plus important pour moi. Donc en l'occurrence, c'est les lundis soirs, l'entraînement et les matchs, par contre, ça fluctue semaine après semaine. Le plus souvent, c'est le mercredi, mais parfois c'est le mardi, parfois c'est le jeudi, parfois c'est le vendredi. Du coup, en fonction de quand je sais quand sont, pardon, mes entraînements et mes matchs et ben, tout ce qui est bas du corps, j'essaye d'avoir, on va dire une planification,
ondulatoire, histoire d'avoir un peu les sollicitations de toutes les qualités physiques à l'échelle d'une semaine, mais en cohérence avec être prêt pour le match. Donc peut-être tout ce qui est à distance du match, tout ce qui est fatigant et sollicitant pour le système nerveux, donc on va dire force max, etc. Et tout ce qui est à l'approche du match, ou tout ça plutôt orienté effort dynamique, peu de volume mais de l'intensité. Donc ça, c'est pour la partie bas du corps, et la partie haut du corps, en fonction de mes envies, là, actuellement, j'essaye un petit peu de progresser sur les muscle up lestés, et j'aimerais bien donc reprendre, le des tractions à bras. Donc je me prends 2 ou 3 objectifs principaux, et c'est plutôt, on va dire, un cycle de travail en fonction de mes envies. Donc ça peut durer un mois et demi, 2 mois. Évidemment, je fais évoluer le volume et l'intensité pour progresser, mais ça, on va dire que c'est plutôt de manière un peu plus linéaire, même si à l'intérieur du cycle linéaire, je fais varier un petit peu les intensités et le volume pour pas trop que mon corps s'accoutume. OK, bah, ça fait quand même des semaines, relativement, denses du coup, j'imagine. Est-ce que, tu vois, il y a des personnes qui aimeraient bien des fois, travailler d'autres qualités musculaires en plus de ce qu'elles font déjà. Est-ce que tu Qu'est-ce que tu pourrais conseiller? De plutôt diminuer ce qu'on travaille déjà pour ajouter un peu ce qu'on aimerait faire en plus, ou rajouter en plus de ce qu'on a déjà, étant donné que les charges peuvent peut-être éventuellement être déjà relativement élevées? Il faudrait voir, évidemment, tout ça, c'est contexte dépendant, et les objectifs, et vraiment le contexte. Si Ouais, la bien sûr. personne donc a un sport, ou quoi que ce soit, mais en soi, ce qui est aussi sûr, c'est que c'est très compliqué de développer tout en même temps. Donc ça, il faudra aussi, prioriser. Donc ça serait déjà le premier conseil. Après, tout en développant certains aspects, les autres, on peut faire on va dire, une dose minimale qui permet de maintenir le niveau. Donc ça, c'était déjà le premier point sur lequel je voulais revenir. Et du coup, moi, j'avais tendance, quand j'enchaînais vraiment, quasiment, notamment pendant la période des confinements et un petit peu après, tant que j'étais étudiant, je m'entraînais quasiment 2 fois par jour, et je préférais m'entraîner sur des courtes périodes, 45 minutes, 1 heure, mais du coup 2 fois dans la journée, plutôt que de me faire une grosse séance, d'1 heure et demie, 2 heures. Donc le fait que ça soit scindé en plusieurs, ça me permettait de mettre peut-être plus de qualité, mais pas un gros volume de travail, pour pouvoir un petit Mmh. peu travailler tous les aspects que je voulais travailler. OK. Mais c'est vrai que c'est compliqué de développer tout en même temps, et souvent quand on veut tout faire en même temps, finalement, les gains, ils sont assez minimes surtout. Donc c'est vrai que prioriser comme tu as dit, je te rejoins complètement, c'est très important. Du coup, je voulais revenir un peu, donc toi, tu es kiné, tu es aussi, préparateur physique. J'avais une première question. Heu, Est-ce que le fait d'avoir cette double casquette, tu abordes tes coachings, d'une manière un peu différente? Ou comment ça influe un peu ta manière, d'entraîner, de proposer, des contenus d'entraînement pour des sportifs, le fait d'avoir cette double casquette? Je trouve que pour moi, c'est positif dans un sens et dans l'autre. C'est-à-dire que pour mes coachings, déjà, j'avais une vision globale de la personne. Ça me permet d'essayer de les accompagner au mieux le jour où il y a un petit pépin physique. C'est-à-dire qu'on est d'accord, sur les coachings à distance, c'est dur d'effectuer un bilan, en visio ou quoi que ce soit, mais au moins, ça me permet de tenter des pistes de travail en cohérence, on va dire, avec mes compétences de kiné, et pour le moment, ça marche pas trop mal. Aussi, je trouve que ça me sert pas mal, avec mes patients, donc et là, dans la nouvelle structure, dans laquelle je suis depuis juillet, pas mal de sportifs, et du coup, ça me permet de faire la transition entre rééducation, puis petit à petit enchaîner vers la réathlétisation, pour les accompagner vraiment dans leur transition, de retour au sport. Et ça, je trouve que l'aspect préparateur physique, coach, m'aide beaucoup dans cet aspect-là. OK, mais ouais, c'est vrai que c'est un avantage, parce que c'est vrai que alors c'est plus peut-être dans les plus grosses structures où tu as un kiné, tu as un préparateur physique, des fois, si la communication elle est pas très bien faite, il peut peut-être y avoir des petits désaccords sur les transitions comme tu as dit, parce que finalement c'est un travail progressif. Donc c'est vrai que c'est plus facile du coup pour toi, tu peux un peu le faire à ta sauce,
et gérer comme tu le sens, quoi. Exactement. Alors, j'ai dans la structure où je suis, donc on va dire que c'est une maison de santé, donc on est, en libéral et c'est vrai que du coup enfin, quand on accompagne une personne, être seul, ça évite, comme tu dis, les mauvaises communications. Par contre, dans tout ce qui est structure professionnelle, de club et tout ça, évidemment, il faut des liens, il faut beaucoup de communication et des gens qui fassent la transition, mais il y a tellement de choses à faire côté préparation physique et tellement de choses à faire côté kinésithérapie que c'est bien que ça soit quand même 2 personnes différentes ou des personnes différentes qui fassent ça et évidemment de la communication entre les 2 pour, dans le but, d'accompagner au mieux le sportif qui est blessé. Mais je vois mal une personne kiné et préparatrice physique dans une structure pro, faire les 2 parce qu'il y a tellement de choses à faire que ça serait, je pense, beaucoup trop de travail et pour individualiser derrière, ça risque d'être compliqué. Ouais, bah, ouais, je te rejoins, bah, déjà quand on est préparateur physique tout seul pour une équipe pro, notamment en sport collectif, j'ai entendu pas mal de choses comme quoi on n'a pas le temps et on est souvent Ouais. débordé. Rien que pour individualiser le travail déjà, c'est très compliqué. Donc s'il faut faire plus la réathlée, plus, la rééduc, ça me semble quand même, fortement compromis. Donc ça se fait. J'avais eu pas mal d'échos, notamment lors de mon cursus, qui me disaient: «Bah, écoute, toi, tu pourras, enfin, avec ton profil, ça serait intéressant à la partie justement réathlée, que tu fasses le lien entre les 2. Donc si j'avais voulu poursuivre ou tenter une expérience, dans un club pour, à terme, essayer d'aboutir dans un monde pro, peut-être que j'aurais pu essayer de choisir cette voie-là. Mais ça reste quand même très, très difficile et du coup, qu'une personne s'occupe de tout, bah, exactement comme tu dis, il y a déjà suffisamment à faire dans les 2 domaines. Mmh. Mais à la limite en coaching individuel, si tu suis juste une personne en individuel, là par contre je pense c'est faisable, il fait appel à une personne, mais ça ce serait plus en coaching, individualisé et du coup ça m'amène à une question que je voulais te poser aussi. Du coup tu travailles dans une maison de santé, c'est ça que tu m'as dit? Ouais. Et tu fais aussi du coup du coaching personnalisé, c'est ça? Est-ce que tu pourrais développer un peu, tes les activités que tu entreprends? Tout à fait, donc dans la maison de santé dans laquelle je suis, donc qui est située dans Toulouse, on est, 7 kinés si je dis pas de bêtises, 3 médecins, une sage-femme. Il y a une kiné qui est kiné-ostéo. Il y a aussi un nutritionniste, qui est là sur certains jours. Donc, voilà, déjà l'objectif c'est de ce travail, on va dire, pluridisciplinaire dans le but de faciliter certaines, choses pour les patients. Donc dans cette structure-là, j'ai la chance de pouvoir exercer mon métier de kiné et aussi donc d'être coach personnel. Puisque, bah, il y a les gens qui viennent avec, donc une ordonnance et cetera, ben là je fais tout ce qui est, kinésithérapie et ensuite, pour, les personnes qui veulent, se remettre en forme, travailler sa mobilité, préparer un concours machin et ben celle-là, c'est plutôt l'aspect coach dans cette structure. Et ensuite, comme tu l'as dit, donc je suis un petit peu sur les réseaux sociaux et j'ai pu développer un petit peu, les coachings en distanciel et ça, on va dire que c'est un troisième aspect, donc kiné en présentiel, coach en présentiel et le troisième aspect, on Mmh. va dire, suivi en distanciel où là, je mets mes compétences à la fois de kiné et de préparateur physique coach pour, suivre une personne dans ses objectifs. OK, ouais, bah, c'est intéressant, ça va te faire, comme je disais tout à l'heure, en plus de ta pratique personnelle, des semaines, bien denses. Ça fait des belles semaines, ouais. Hem, ouais. Comment tu t'y prends, quand tu démarres un coaching, par exemple, en distanciel ou en présentiel? Quels sont les éléments que tu mets en place en premier pour démarrer un suivi, par exemple, pour te dire: «OK, je vais dans cette direction et pas dans une autre». J'établis le profil du sportif pour identifier ses besoins. Tu pourrais nous expliquer un peu comment tu t'y prends? Ouais, alors, je commence quand c'est en distanciel et au final, j'ai après enfin, on va commencer par le distanciel. Je m'entretiens d'abord, donc avec la personne et je prends vraiment le temps de l'écouter, qu'elle m'explique donc ce qu'elle vient rechercher pour vraiment essayer ensuite de comprendre, ses besoins. Par rapport à ça, en lien, je lui envoie quelques tests, en général, c'est de la mobilité, à faire et après j'aimerais bien développer un petit peu cette batterie de tests pour pouvoir, voir d'autres qualités,
que la mobilité. Donc ça, c'est en cours de préparation. Donc à la suite de ça, de ses objectifs, de comment la personne bouge, et tout ça et je me perds, pardon. Et ben, on essaye de commencer à faire une première semaine de suivi et en fonction de ses sensations, on adapte semaine après semaine, à la fois en fonction de ses feedbacks et à la fois en fonction de la planification de ce qui est prévu sur le papier. Donc ça, c'est pour la partie, distancielle. Pour la partie présentielle, je fais, toujours un bilan, que ça soit en kiné ou en coach. Bon là, en l'occurrence, peut-être plus coach, où pareil, on regarde un petit peu les activations musculaires de son corps, de comment elle bouge, pour pouvoir là aussi donner des axes de travail en supplément de ses objectifs. Et après, on va Ok. dire une batterie de tests, détente verticale ou des trucs, on va dire, beaucoup plus classiques. Mais l'un de mes objectifs prioritaires, c'est de voir comment la personne bouge pour essayer à terme de mieux répartir les contraintes et que chaque articulation fasse bien la fonction de pourquoi elle sert. Ok, t'as eu des soucis des fois sur des articulations qui bougent mal, qui n'ont pas leur bonne Ouais, fonction? alors oui, ça arrive, hein, déjà sur moi quand je me fais des tests, notamment la rotation interne de hanche que je travaille depuis quelques mois, mais du coup chez les autres, j'aime bien dire que j'essaye de pas trop parler d'utiliser le terme de déficit ou d'avoir un discours nocebo qui risque de faire peur à la personne en face, mais de dire: «Ça va donner des axes de travail, on va voir comment tu vas réagir par rapport à ça». Évidemment, un footeux, ça ne sert à rien, que demain il ait réussi un grand écart, d'avoir une rotation, que ça soit interne ou externe, magnifique, et cetera. Mais par contre, un corps plus mobile, plus fort sur les fins d'amplitude et une amplitude complète qui contrôle, je pense que dans la diminution du risque de blessure, c'est quand même intéressant. En plus du travail, des tissus, en plus du travail de force et de tout le reste, de la charge de travail, et cetera. D'accord, OK, et tu parlais du coup des tests que tu fais en présentiel et en distanciel. J'ai cru comprendre que c'était pas complètement les mêmes Ouais, que mais tu c'est fais pour ça en en fait, petit à petit, en fait, j'essaye d'affiner un petit peu ma prise en charge, et cetera, notamment à distanciel puisque ça fait 1 an et 1 ou 2 mois que j'ai commencé. Donc évidemment, loin d'être parfait, même si, j'essaye à chaque fois de faire du mieux pour pouvoir à la fois cibler, les besoins, les axes de travail prioritaires. Du coup, en présentiel, il y a certaines choses qui sont beaucoup plus faciles à faire que d'autres. Par mmh, exemple, sur mon téléphone, j'ai l'appli MyJump, donc c'est déjà plus facile de faire de la détente, verticale ou horizontale, tous ces tests-là. Du coup, je suis en réflexion de comment réussir à le faire, peut-être moins précis, mais j'ai envie de dire, ça peut juste donner un point de départ, pour le mettre ensuite à profit, sur les distanciels. ouais, mais ouais, c'est vrai que MyJump, application très, très utile, mais il me semble, alors on me l'a dit, je sais pas si c'est vrai, mais on peut t'envoyer une vidéo et tu peux la mettre sur MyJump et du coup, pour la détente verticale, par exemple, mesurer la détente. Je Ah, sais très bonne info, je ne savais pas du tout. ouais, Franchement, je ne savais pas du tout. Je vais creuser là-dessus, OK. Tu avais eu ouais, cette on me l'a dit après, information? OK. voilà, c'est un collègue de ma promo qui m'a dit ça, voilà donc mais parce que MyJump, c'est vrai que c'est pratique, hein. On a un téléphone, on peut mesurer, la détente, faire les profils force vitesse, tout ça donc Exactement. très, très, très Écoute, bon outil. je vais approfondir cette piste-là, je te remercie. Ah de rien, bah, à vérifier après, à Ouais, ouais. vérifier. Donc du coup, ouais, tu m'as dit, test de détente. Est-ce que tu fais d'autres tests, force, vitesse, endurance peut-être? Après ça, Alors on peut en faire à l'infini, hein, oui, des tests, hein. exactement, on peut tester, tout plein de trucs. Alors les tests de force, ça, on va dire que je les fais plutôt, heu, on va dire durant quand c'est en présentiel, un petit peu tout au long du suivi parce que je me vois pas sur un 1er rendez-vous ou, une première séance, aller le mettre sous une barre à fond, on fait que ça et cetera.
pour voir avant la technique. Enfin, voi je pense qu'il y a d'autres objectifs ou d'autres intérêts à travailler autre chose que de suite un test de force. Après aussi, on n'a pas, forcément d'outils de style j'ai oublié le terme, tout ce qui te donne des newtons pour chaque, enfin les outils de force pour mesurer, le taux de force d'un groupe musculaire, d'une fonction et cetera. Donc mais OK. quantifié, je crois qu'il y a Keyvent qui fait ça ou Vald, je ne sais pas si tu en as entendu Kinvent, parler. les plateformes de force peut-être? Kinvent, ils font Plateforme des de f plateformes de force. Il y a ça et Il aussi doit y avoir d'autres. dynamomètre, voilà, j'ai retrouvé Ah, le dynamomètre, terme. ouais, OK. Donc j'ai entendu dire que c'était intéressant, mais que, bah, aussi ça a son prix et qu'on peut aussi très bien faire sans. Évidemment, chaque outil aura ses limites, ses avantages et ses limites. OK. OK, OK. Alors j'avais une question à te poser sur la kiné ou même prépa physique, ça peut rentrer dedans. Plus dans le thème prévention de blessures. Bon, c'est un terme un peu, controversé parce qu'on ne prévient pas vraiment les blessures. J'en avais parlé dans un ancien podcast, mais j'aimerais bien aussi avoir ta vision là-dessus. C'est, tout ce qui va être, surface instable, notamment pour, par exemple, les bosus, les WAF, tout ça, pour prévenir les entorses de cheville ou ce genre de choses. J'aimerais bien avoir un peu ta vision là-dessus. Est-ce que tu penses que toi, c'est utile, ou alors c'est pas spécifique parce que, quand on est sur un terrain, on est plus sur du dur, tout ça? J'aimerais bien avoir ta vision un peu là-dessus. Ben, déjà, comme tu dis, c'est vrai que le terme prévention de blessure, n'est pas forcément adapté puisque, ouais, tout est prévention de blessure. Un travail de force, c'est de la prévention de blessures et cetera. Donc ça, je voulais, rebondir et dire que j'étais en totale adéquation avec toi et ensuite, ouais, effectivement, pour les surfaces instables, je vais être plutôt partisan de pas trop les utiliser parce qu'effectivement, il y a peu de transferts dans la pratique. La plupart du temps, on a plutôt des surfaces stables en dessous et l'instabilité vient d'au-dessus. Donc je suis plutôt de cette, partie qui pense que ça sert pas autant qu'on nous l'apprend parfois dans les écoles de kiné ou dans certaines formations. Par contre, ma philosophie, c'est que j'aime pas les extrêmes et je pense que tu m'entendras jamais dire: «Ça sert à rien, ça sert jamais à rien». Dans certains cas, dans un contexte, à un moment donné, je pense que ça peut avoir son intérêt. Il y a quoi? Il y a 3 jours, je me suis surpris à utiliser un coussin, d'équilibre. C'est une fois sur, 2 ans. Mais dans ce contexte-là, j'estimais que c'était intéressant. Alors je ne sais plus pourquoi, c'est parce que oui, la personne faisait du trail, donc à un moment donné avec, enfin les surfaces, bah, du coup un peu d'instabilité avec les cailloux, la vitesse et cetera et puis il y avait un autre aspect, mais je m'en souviens plus. Donc pour dire qu'évidemment 99 du temps, je m'en sers pas, mais c'est pour ça que j'aime pas donner une étiquette définitive à une chose et utiliser les fameux termes, mais qui marchent bien d'un point de vue marketing. Bullshit, ça sert à rien, c'est de la merde. Parce qu'à un moment donné, dans un contexte, même si c'est infime, ça peut servir. Alors si c'était de moi-même pour 1 du temps, si je devais investir dans un outil qui servirait que d'un 1 du temps, j'investirais pas. Mais là, comme on l'a au cabinet, c'est que quelque chose qu'on retrouve assez souvent, bah, je me dis: «Je vais l'utiliser à bon escient pour ce 1. Ouais, voilà et puis, ouais, ça dépend vraiment du contexte. Est-ce que, par exemple, pour les entorses de cheville, suite à une entorse pour, récupérer un peu de proprio ou ce genre de choses, est-ce que ça serait utile, par exemple? Selon toi? Ou il y a mieux à faire peut-être? Peut-être que tu aurais des exemples de mieux, Ouais, pour moi, il y a mieux à faire. Il y a le but, nous, le corps, il cicatrise très bien sans nous, hein, sans les kinés. Par contre, il va peut-être mal cicatriser, donc notre rôle, c'est d'accompagner, la cicatrisation au mieux, donc mettre des bons signaux pour que les, tissus cicatriciels aient petit à petit de l'expérience et que du coup, ils cicatrisent fort. En parallèle, entretenir tout ce qu'on peut entretenir et jouer ou entretenir ou essayer de développer tout ce qui a été perdu durant, le laps de temps où la personne blessée n'a pas pu, s'entraîner. Donc par exemple, pour le travail équilibre, moi, je préfère mettre une surface
table, enfin le sol, et que l'instabilité vienne de quelque chose d'autre, ou alors un réception d'un saut et avec une double tâche, ou alors chanter la vision, ou alors chanter l'oreille interne ou le système vestibulaire en jouant sur le regard ou sur justement le mouvement de tête. Je préfère essayer de trouver des choses qui correspondent un petit peu à l'environnement du sportif en fonction de son sport, et plutôt que de m'amuser à mettre un bossu ou un coussin d'équilibre en dessous. OK. Mmh, voilà, mais à un moment donné, tu vois, si j'ai envie à un moment que la personne aille titiller un petit peu ces mouvements extrêmes, puisque je suis aussi partisan la position critique de la cheville, on peut pas l'éviter sur un terrain. Donc autant renforcer dans ses fins d'amplitude que, Bien quand la sûr, ouais. personne y aille, et ben, elle soit apte à encaisser la contrainte. Et du coup, parfois sur, notamment les bosus, en positionnant un tout petit peu ton pied, pas en plein milieu, mais un peu sur le côté, et en demandant donc c'est un peu plus stable qu'au milieu, mais en demandant à la personne de rester ou de bouger elle, je trouve que parfois ça peut être intéressant de l'amener dans ces cas-là. Ouais, ouais, très très pertinent, Mais voilà, c'est 1 ou 5, on s'en fout du chiffre, mais c'est pas la majorité du travail, OK. des surfaces Mais inférieures. c'est marrant parce que, c'est quand même des outils qu'on retrouve, je pense dans tous les cabinets ou même dans des clubs, tout ça, c'est des outils qu'on retrouve beaucoup et qu'on voit même des professionnels de certains sports utiliser donc c'est vrai que je pense que c'est important de dire quand même qu'il y a mieux à faire, il y a plus intéressant comme, comme tu viens de l'expliquer. Hem, J'avais un peu la, même question pour un autre outil qui me vient en tête que j'ai pas encore évoqué sur le podcast, c'est les échelles de rythme. Hem, Ça on en voit qu'on les utilise pour le foot, pour plein de sports. Est-ce que tu pourrais, parler un peu des avantages, l'intérêt que tu pourrais voir, avec les échelles de rythme et à contrario les inconvénients ou les inconvénients quoi ou les limites plutôt, voilà, les limites de ce travail, Les de cet outil plutôt. Ben, du coup, pareil, les échelles de rythme pour moi, c'est ni parfait, ni ça sert strictement à rien. Par contre, Ouais. évidemment, son curseur, je le placerai un petit peu plus de ce côté-là. En général, on donne des bienfaits aux échelles de rythme, et ça n'a pas du tout de transfert dans ces bienfaits-là. On parle souvent de changement de direction, de travail de la vitesse, et cetera. Or, par rapport à la position des segments, à l'orientation des forces, et cetera, c'est pas du tout ressemblant à des vrais changements de direction qu'on retrouve sur terrain, quel que soit le sport. Le travail de vitesse, c'est pas du tout les amplitudes, la bonne direction des forces, et cetera. Donc pour ça, effectivement, ça sert à pas grand-chose. Ensuite, j'ai été aussi pendant 1 an sur le terrain avec les U10, U12 en préparation athlétique, au sein du TFC, et de mémoire, on l'utilisait de temps en temps puisque, ça travaille quand même une certaine coordination. Il suffit de travailler quelque chose avec les pieds et qu'on essaye de dissocier haut, bas du corps, ou à un moment donné, un travail avec ballon, ou à un moment donné, c'est un petit peu ludique pour, les enfants ou même pour les moins jeunes, hein. Donc baser toute une préparation physique en disant: «C'est ludique, ça va marcher», on est d'accord, évidemment que non, mais à un moment donné, pour travailler un petit peu différemment, ça peut être intéressant. Par contre, en sachant bien les limites ou le pourquoi on le fait. À un moment donné, sur une fin d'échauffement pour mettre un peu d'intensité, à avoir un peu un travail du pied ou quoi que ce soit, pourquoi pas? Mais dire que, grâce à ça, tu vas faire des changements de direction ou alors tu vas augmenter ta vitesse de 10 mètres, de manière phénoménale, non, effectivement. Mmh. Donc au final, c'est ni ça sert à rien, ni c'est génial, machin. Le curseur se rapprocherait un petit peu d'ici en fonction du contexte, plus ou moins, et puis voilà. Voilà mon avis sur, l'échelle de rythme. J'avais fait, un post, mais il y a quoi? Il y a peut-être 2 ans maintenant, mais c'est un sujet qui fait souvent débat. Ouais, 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 c'est pour ça que je l'évoquais parce que, ouais, j'aime bien avoir la vision de plusieurs professionnels du sport, pour avoir des arguments différents, tout ça. Et Et de en termes de jeu de jambes, tu vois, de vivacité, de petits pas au niveau du jambe, est-ce que tu penses que c'est un bon outil? ben peut-être pour une initiation, oui, mais l'échelle de rythme va te contraindre par, la position, l'espace, et cetera. Donc quelqu'un qui fait 1,2 m ou quelqu'un qui fait
1,90 m, sur une échelle de rythme, il devra mettre les appuis au même endroit. Quelque chose qui ne sera pas forcément, on va dire, naturel ou spécifique à lui ou à son sport. Donc peut-être à un moment donné pour amener un cadre, oui, mais sinon un jeu de jambes, bien que je sois pas non plus expert dans ces domaines-là, tu penses à quel sport, par exemple? Peut-être boxe Au, ou trail rugby? euh, au tennis. Moi, je pense au Bah, au tennis. Après, il tennis? y en a dans d'autres sports. Tu vois, où faut être. On a des petits pas comme ça, des petits pas d'ajustement à faire des fois sur des très courtes distances pour travailler le jeu de jambes. Ben, ce qu'il faudrait pour que ma réponse soit précise et cohérente, c'est que je regarde avec précision ces jeux de jambes sur des vidéos de différents profils et de voir si à un moment donné, ça peut aider tout ce travail-là. Je te dirais, en initiation ou quelque chose comme ça, oui, faire que ça, non. Ouais, Parce que mais ça contraint la personne, donc ça peut avoir un intérêt, mais un peu mitigé là-dessus quand même. ouais, Toi, bah tu moi j'aurais tendance à te rejoindre. Et aussi, pour un premier travail, pour des gens qui sont pas forcément très expérimentés, faire ce travail d'échelle de rythme. Et une fois qu'ils arrivent à faire différents exercices dessus avec une bonne vitesse et beaucoup de vivacité, tu sais, ils auraient fini le niveau d'échelle de rythme, tu vois, s'ils le font très bien. Et puis après, passer sur quelque chose de, je sais pas, avec des plots, des vrais changements de direction, quelque chose sur terrain, tu vois. Mais je pense pour initier et progresser, parce que s'ils n'arrivent pas à faire une échelle de rythme efficacement, je pense ça vaut quand même le détour sur cet outil. Mais après, forcément, ouais, passer sur autre chose. Mais ça serait dans ce cas-là d'initier, quoi. Ouais, initier, je suis d'accord avec toi et peut-être en parallèle d'un terrain pour, enfin en parallèle du travail sur le terrain et pour pas qu'ils deviennent des experts de l'échelle de rythme et qu'au final, dès qu'on les met sur le terrain, bah, ils sont perdus. Donc ouais, OK. Ça peut m'aller. Alors pareil, encore une fois, je suis pas un grand spécialiste du tennis, là, pour l'exemple que tu as pris. J Ça se Ouais. trouve et même tu dois peut-être avoir plus d'expérience que moi dans ce domaine-là. Faudrait voir si dans ta, communauté, il y en a qui pourraient nous éclairer sur ça, mais ouais, je te rejoins sur ce côté-là. Ouais, mais ce serait même peut-être quelque chose à tester parce que moi, ça me paraît logique, mais peut-être qu'au final, quelqu'un qui fait de très bonne échelle de rythme, peut-être que sur le terrain, ça va servir à rien. Donc, je pense que c'est quelque chose peut-être un petit test, une petite étude, ça pourrait être pertinent. Totalement. Euh, je voulais aborder un sujet alors que j'avais vu toi sur ta page Instagram, tu parlais de la santé du dos, que le dos il pouvait bouger dans les espaces, tout ça, et j'ai trouvé ça très intéressant parce que je trouve qu'il y a beaucoup d'idées qui sont ancrées dans la tête des gens. Du coup, voilà, je voulais te demander un peu ta vision, est-ce que tu pourrais expliquer un peu euh, comment tu vois le mouvement du dos, euh, finalement, à quoi il sert et qu'est-ce qu'il est capable de faire par rapport aux idées reçues souvent qu'on a tendance à entendre. Ben, c'est vrai que un dos déjà, faut savoir que c'est, un empilement de vertèbres avec énormément d'articulations, de capsules, de ligaments, que la partie thoracique est reliée avec les côtes. Donc de ces articulations-là, il y a énormément de muscles plus ou moins profonds qui viennent stabiliser ou permettre le mouvement de tout ça et pour moi, un dos, il est fait pour bouger. Donc tout ce qui est, ben, malheureusement station prolongée, que ça soit, debout ou assis, quelle que soit la posture, bah, c'est pas incroyable pour le dos. Après, encore une fois, bon là, je pense que tu commences à le comprendre et c'est plutôt j'ai envie de dire ma marque de fabrique. Alors, il y en a, ils vont peut-être détester, mais c'est une question de nuance. On est d'accord que la personne qui arrive pas à sentir son dos, à avoir un bon travail de dissociation des hanches et du bas du dos, bah, cette personne-là, dans un premier temps, je vais pas lui dire: «Bon, beh, tu me fais un Jefferson curl à 110 kilos. On est bien d'accord. Pareil, est-ce qu'à une mamie de 90 ans, je vais lui dire: «Bon, bah, ton Jefferson curl, bah, tu me prends 40 kilos. C'est une question de nuance, de progressivité. Un dos pour moi se renforce, est fait pour bouger dans tous les plans de l'espace, même la combinaison de mouvements, mais il faut y aller de manière progressive et ça je parle pour monsieur et madame, on va dire tout le monde et il faut voir au cas par cas dans un contexte pathologique. Mais
Ça sera, pour l'aspect, on va dire, anatomie. Pour l'aspect biomécanique, à un moment donné, il faut pas non plus on est passé en fait de 2 extrêmes à, avant, avoir une vision que biomécanique du dos, c'est-à-dire que quand on faisait une flexion et ben, le noyau était poussé vers l'arrière, du coup ça pouvait comprimer, pousser et faire une hernie, à, dire que et c'est totalement raison, la douleur et les ça a une vision biopsychosociale, mais du coup des gens ont tendance à trop oublier la biomécanique. Du coup, ma vision, c'est, bah, de trouver le juste milieu entre, ben, évidemment une douleur, ça se limite pas à quelque chose que d'anatomie, mais et de biomécanique, mais qu'à un moment donné, quelqu'un qui n'est pas préparé avec une vitesse, forte et sur une grosse charge et ben, faire un dos rond à 110 kilogrammes, c'est peut-être pas la meilleure chose qui soit pour son dos. OK et tu as parlé du Jefferson Curl et c'est un exercice que j'avais en tête quand je t'ai posé la question parce que c'est un exercice, je pense, tu montres ça à une personne dans la rue, une personne peut-être un peu, je sais pas, de 50 ans, ils vont te dire: «Ouais, c'est pas bon pour le dos». Est-ce que tu pourrais expliquer en quoi alors du coup, forcément, c'est adapté, aux personnes comme tu as dit, c'est pas pour tout le monde. Est-ce que tu pourrais expliquer les avantages de cet exercice? Pourquoi il participe à la santé du dos? Évidemment, exécuté avec une charge, modérée dans des bonnes conditions pour une personne, qui peut encaisser cet exercice, quoi. Voilà, j'ai envie de dire charge adaptée parce que le mec qui fait un soulevé de terre à 300 kilogrammes, on sait que même sur un soulevé de terre, même si on dit dos neutre, il y a toujours une flexion qui est naturelle. Donc cette personne-là, à un moment donné, s'il fait du Jefferson curl à 100 kilogrammes, que ça l'aide pour les performances, bah, pour moi, c'est une charge adaptée pour cette personne-là, pour un strongman, pour et cetera. Par contre, effectivement, monsieur et madame tout le monde et moi-même, je ne sais pas si, dans ma carrière, sportive, je vais m'amuser à un moment donné à faire un soulevé, de rond ou un Jefferson curl, de rond à 100 kilos. Bon bref, c'était pour la petite aparté et ben, en fait, pour ce que tu as dit, concernant, bah, la personne qui est un petit peu peut-être, réfractaire, sur le fait, bah, d'arrondir son dos et cetera. Ça sera aussi une histoire de communication et de progressivité, à la fois dans l'amplitude, de prise de confiance, dans la charge et cetera. C'est lui faire comprendre que via la communication et peut-être aussi l'explication, peut-être que ces gens-là, on leur a jamais expliqué comment un dos fonctionnait, comment anatomiquement ça fonctionne et aussi tous les bienfaits. Et mon but, c'est d'amener les personnes d'observer eux-mêmes ce que ça fait. Donc peut-être qu'avant, au début, quelqu'un, on lui a dit toujours: «Faut avoir le dos droit dès que tu te penches» et cetera. Bah, peut-être au début lui dire: «Bon, bah, descendez vos mains, jusqu'aux cuisses, pas plus bas», juste pour qu'ils prennent confiance que, ah, ben, en fait, ce mouvement-là est possible et que c'est même en plus un mouvement qui va les aider. Donc c'est une question, ouais, de progressivité, de dialogue. C'est hyper important, je pense, d'expliquer, sans parler pendant 1 heure, hein, mais d'expliquer un petit peu le pourquoi, le comment et comment ça marche. Comme ça, je pense que les patients notamment, ils savent beaucoup plus pourquoi ils le font et pourquoi on va vers cette voie-là. Et du coup, pourquoi? Quels sont les bénéfices qu'on peut en tirer de cet Et exercice? du coup et c'est vrai que j'ai pas répondu à cette question, ben, en gros, bah, sur le papier, c'est en plus de l'intention de vouloir enrouler ou de dérouler vertèbre par vertèbre, ça permet donc à terme un gain de mobilité. On vient solliciter des structures comme, bah, tout ce qui est les muscles profonds. On vient mettre en tension, la partie postérieure, donc tout ce qui est capsulaire, ligamentaire. Donc sans rentrer dans les détails que compose une capsule et un ligament, il y a tout plein de récepteurs, il y a tout plein de choses. Donc à un moment donné, ça permet de donner de la vie à ces éléments-là, et d'envoyer à terme des sensations et des messages comme quoi, ben, ça ne devrait pas être douloureux. OK. Mais ouais, c'est vrai que c'est un exercice qu'on voit pas souvent, mais c'est vrai que du coup, on pourrait le faire du coup dans certains cas, comme tu l'as dit, pour, bénéficier des avantages. Tu as évoqué aussi tout à l'heure pendant tes explications que, qu'il faut, garder le dos droit. Il y en a qui disent qu'il faut garder le dos droit, tout le temps. Est-ce que tu penses que, c'est véridique dans le sens où, est-ce qu'à chaque fois que je suis assis, à chaque fois que je suis dans une position, autre que de ouais, surtout assis en fait, est-ce qu'il faut vraiment toujours garder le dos droit ou
Si par exemple je vais travailler 1 heure, bon, bah, je suis un peu voûté. Est-ce que c'est si grave que ça finalement? Ben, pas forcément. Ce que j'aurais tendance à dire, ce qui est plus grave, c'est de rester tout le temps dans une station prolongée. Donc, si je reste comme ça, archi droit pendant 3 heures, j'ai envie de dire, ça sera autant délétère que la personne qui est voûtée comme ça pendant 3 heures aussi. Donc, en soi, si, c'est, 15 minutes, 20 minutes parce que la personne est concentrée ou même ça peut aller jusqu'à 1 heure. C'est pas fondamentalement mauvais, mais ce que j'essaye est d'encourager soit les personnes qui nous écoutent, soit mes patients, mes clients ou quoi que ce soit, de dire: «Bah, essayez de changer régulièrement de position» et parfois soit on peut se mettre des alertes, un post-it sur le portable, machin, mais parfois le corps est suffisamment grand pour envoyer des tout petits signaux de dire: «Attention, ça devient désagréable, bouge ou fais quelque chose pour que ça devienne moins désagréable». Donc parfois le corps est suffisamment grand, mais parfois c'est vrai que, ben, j'ai eu pas mal d'échos sur les gens qui travaillent sur leurs ordis, qui sont concentrés à une tâche, qui voient pas le temps passer. «Oh, ça fait 3 heures et demie que je suis comme ça». Bah, peut-être aider, sur des trucs, extérieurs pour les rappeler de faire une pause. De faire une pause ou de changer de position. Ça peut être comme ça devant un ordinateur, ça c'est bah, à un moment donné se lever, bouger le dos dans tous les plans et réenchaîner ou tout simplement, faire 2-3 exercices en restant assis pour pouvoir reprendre. Mais à un moment donné, le mouvement va permettre d'oxygéner les tissus, de bouger tout simplement. Donc, c'est mieux si ça bouge malgré, on va dire, une position, si elle est tenue 20 minutes ou, quelle que soit la durée. Si c'est à un moment donné transitoire, je pense pas qu'il y ait de gros soucis par rapport à ça. OK, donc finalement, est-ce que ça serait normal d'avoir, des douleurs, par exemple, qui apparaissent ou des gênes si on reste dans une position pendant, un certain temps? Un certain temps, j'entends, plusieurs dizaines de minutes, tu vois? Voire 1 heure ou Ben, plus. sur les très prolongés, j'ai envie de te dire oui, bien que pour moi, le fait d'avoir une douleur, c'est pas normal, hein. Il faudrait évidemment, éviter ça. Des gènes, oui, ben, moi le premier à un moment donné, je suis sur mon lit, je regarde un film, ah ça fait 30 minutes, ou je sens que mes cervicales bougent tirent un peu, bon ben, je vais changer de position et je vais, on va dire, me mettre dans une autre position. Donc c'est à la fois normal, mais chez quelqu'un où ça arrive très rapidement, trop tôt ou quoi que ce soit, j'ai envie de dire: «Non, ça c'est pas normal» et il y a peut-être tout un travail à faire, pour que les moments douloureux soient de plus en plus espacés dans le temps. OK, et en parlant de travail, est-ce que tu aurais des exercices, des exercices, ouais, des choses à faire j'ai envie de dire presque pour n'importe qui, pour, renforcer le dos et tendre vers un dos entre guillemets «en bonne santé», si tu vois ce que je veux dire? Ouais, ben, y on va dire les exercices, classiques qui bougent dans les 3 plans de l'espace. Donc, par exemple, le Jefferson Curl, avec une charge adaptée pour la flexion. Peut-être travailler sur tout ce qui est, Cobra ou sur GHD, donc c'est, une machine à lombaire et à autre chose pour travailler peut-être tout ce qui est l'extension. Travailler, en gros, travailler dans toutes les fonctions du corps, que ça soit en endurance, sur les contrôles de fin d'amplitude et cetera. Faut comprendre que le dos, bah, c'est une entité globale, ça part de la base du crâne avec les cervicales, ça descend au thorax et ça redescend ensuite jusqu'au, lombaire et même, sacrum. Donc, c'est de solliciter ces zones-là. Il y a tellement d'exercices, du soulevé de terre, ça renforce tout ça, on va dire en termes de stabilité. Heu, c'est dur d'en citer que quelques-uns parce que là aussi, en fonction de la personne, peut-être que un dos creux, dos rond, chez quasiment tout le monde, ça marchera très bien. Mais chez une personne, bah, je sais que j'ai voulu faire, on va tester du dos creux, dos rond, par exemple, ou Cat& Co en fonction des différentes appellations. Et ben, pour cette personne-là, c'était trop en termes de contraintes. Du coup, c'est pour ça que donner des exercices génériques, évidemment, il en existe plein, même du squat, ça sollicite, le dos, le soulevé de terre, le Jefferson curl, la marche du fermier où on a du poids que d'un côté et on se balade, dans la salle pour, on va dire, le maintien, postural des abdominaux. Donc ça, c'est plutôt de l'anti-mouvement et tous les exercices de mouvement sur les fins d'amplitude. Mais comme chaque personne est différente et n'a pas les mêmes capacités, bah, ce qui peut être génial pour toi, bah, ça sera peut-être un peu délétère pour moi. Ouais, bien sûr, ouais, tu as raison, c'est important de le notifier que de toute façon chaque exercice,
Enfin, il n'y a pas d'exercice universel, comme tu as dit, c'est important d'adapter pour chacun. Est-ce que les exercices de tirage, j'ai envie de dire, de musculation classique, du tirage horizontal, vertical, tout ça, qui vont venir renforcer par exemple, les fixateurs d'omoplates, les dorsaux, tout ça, tu penses que c'est des choses à faire aussi? Bah, totalement. Là où tu as raison, c'est que jusqu'à présent, moi, je parlais du dos, je pensais plutôt, on va dire, au tissu profond, tout ce qui est longissimus, les érecteurs du rachis, et cetera. Mais le dos, c'est aussi le grand dorsal, les rhomboïdes, le trapèze sup moyen inférieur, tous ces muscles, on va dire, plus superficiels et en les sollicitant, le grand dorsal, on connaît, il fait de la rétraction et cetera, mais il participe aussi à de l'inclinaison. Donc, tous ces muscles-là qu'on sollicite sur des tirages horizontaux, tirages verticaux et tout ça, et ben, ça peut être très intéressant, totalement. OK, très bien. Hem, Si on rentre un peu plus sur des exercices, postures, tout ça, est-ce que tu penses que c'est important de vérifier systématiquement la posture du sportif qu'on encadre en tant que professionnel par rapport à la position du dos? C'est un peu général comme question parce qu'en position du dos, on peut venir voir, le bassin, est-ce que si position neutre, antéversion, rétroversion. Après voilà, les exercices, ça dépend lesquels, mais je sais pas, en fait, j'ai un exemple enfin plusieurs exemples en tête. Par exemple, sur un tirage, vertical, est-ce qu'il faut qu'on soit bien droit ou si par exemple on creuse un peu le dos, c'est dramatique? Au développé couché, je sais qu'il y a moi, c'est des profs de PS qui nous disaient qu'il fallait mettre des pieds sur un banc pour avoir le dos plat, alors que finalement maintenant on dit qu'on a une cambrure naturelle. Voilà, c'est une question assez générale. Si tu as des exemples précis en tête pour illustrer, je t'en prie. Ben, donc déjà sur la posture, je crois, si je dis pas trop de conneries, c'est que, ben, la posture est pas trop en lien avec les douleurs. Dans les études, ben, quelqu'un qui est totalement, par exemple, voûté vers l'avant ou hyper cambré ou hyper kyphosé au niveau du thorax, dans la science, si je dis pas trop de conneries, mais je peux me tromper, je crois que c'est pas en lien avec les douleurs. Donc, il déjà l'aspect, on va dire, statique. Moi, par contre, OK. j'aime bien regarder plutôt l'aspect, dynamique, voir où est-ce que ça bouge, où est-ce que ça bouge pas et cetera, pour donner des axes de travail et après, donc ça, c'était pour répondre à la première question et après pour répondre à la deuxième question, j'aurais tendance à dire encore une fois, ça dépend du contexte. Évidemment, chaque exercice, il y a une exécution et une technique à avoir pour optimiser les bras de levier, la position du corps et cetera. Mais j'ai envie de dire, parfois, en fonction du contexte, on va s'en foutre. Heu Heu, un un judoka, à un moment donné, qui fait une prise et qui tire quelqu'un, est-ce qu'à un moment donné, il va se dire: «Alors attends, je suis hyper bien gainé, une position neutre, hop là, je tire les coudes le long du corps, super mon adversaire, je t'ai tiré». J'exagère, mais peut-être que lui, à un moment donné, il faudra qu'il soit fort en tirage en étant totalement, voûté vers l'avant ou quoi que ce soit. Donc évidemment, les techniques de musculation, il y a des techniques à respecter, mais que peut-être il y a des adaptations pour avoir des meilleurs transferts en fonction du contexte, que ça soit sportif ou non sportif. OK. Mmh. Très intéressant. Hem, ouais, ouais, je voulais aussi parler du soulevé de terre et du squat qui sont des exercices, à mon sens, très efficaces et de très bons exercices s'ils sont exécutés, correctement. Est-ce que tu penses que, hem, ces exercices, faut l avant de les charger, en conséquence, il faut vraiment avoir une très bonne maîtrise ou, à l'inverse, est-ce qu'il y aurait des risques justement à exécuter ces exercices avec une certaine charge si, l'exécution n'est pas, parfaite ou presque parfaite? Étant donné qu'il y a plein de facteurs à prendre en compte, on peut peut-être cambrer un petit peu, arrondir un peu, voilà. Ben, pour ça, je dirais évidemment, toute personne qui, commence un mouvement, j'aurais quand même tendance à dire, à prioriser le travail technique dans un premier temps. Après, Bien je pars sûr. aussi du principe que, est-ce qu'une technique peut être parfaite? Parfaite pourquoi? Pour qui? Une technique, même les haltérophiles, ils font, 20 ans de travail dans leur sport. Au final, leur technique est jamais parfaite. Le travail des gammes athlétiques pour les athlètes, c'est pour se progresser, mais la perfection, pour moi, n'existe pas.
Donc, si on doit attendre 20 ans pour que la personne puisse commencer à mettre 5 kilos de chaque côté sur une barre pour faire un squat un petit peu chargé, ça risque d'être long. Donc, Ouais. évidemment, je pense qu'il faut d'abord qu'il y ait certains prérequis techniques et peut-être aussi articulaires pour pouvoir à un moment donné charger fort si on veut travailler sur une grande amplitude. Mais que si ça, c'est, on va dire, c'est acquis et c'est validé, ben, à un moment donné, pour vouloir travailler certains aspects, et ben oui, là, il faudra charger. OK. Ouais, ouais, Mais c'est d'où le pardon, je te coupe, d'où le travail dans, chez les jeunes notamment, dans tous les clubs et qui se popularise de plus en plus, que ça soit au foot, au rugby et dans tous les autres sports, sur d'abord, on va dire, un travail, «postural» entre guillemets, technique, pour que quand ils passent dans la phase de développement et ben, ils aient déjà ces prérequis-là pour là, ensuite, bombarder d'un point de vue, force, puissance, et tout le tralala. ouais, bien sûr. Ouais, ce que je voulais dire, c'était en termes de souplesse au niveau des ischio-jambiers. Moi, je me rends compte que pour plusieurs exercices, par exemple, le soulevé de terre jambes tendues ou si on fait un exercice, buste penché, tout ça, on peut être limité par rapport à la souplesse des ischios et donc adopter une posture, du dos pas forcément, optimale. Est-ce que tu penses que c'est, important justement d'avoir une souplesse, correcte ou alors on peut même si par exemple, je suis pas souple des ischios, mais je me penche, j'arrondis un peu, hem, est-ce que tu penses qu'il faut éviter ce genre de choses? C'est dur parce que encore une fois, enfin, je sais que c'est les réponses les plus chiantes au monde, mais dire: «Ça dépend du Ouais, contexte». C'est trop chiant puisque, ben, tu donnes aucun élément de réponse, mais ça sera ça. La personne devant moi qui a vraiment une tec 0 souplesse ou moyen et qui prend tout dans le dos et qui arrondit et que, bah, peut-être qu'on va prioriser d'autres exercices pour, cibler la zone et qu'après on en parallèle avec un travail peut-être de mobilité sur sa chaîne poste pour plus tard pouvoir le réintégrer. Ou alors au début, ben, on travaille peut-être sur des amplitudes un peu plus réduites, en parallèle d'un travail un peu plus profond et de mobilité. Heu et parce qu'aussi le but, le mec, c'est qu'il ait un super, soulevé de terre parfaitement harmonieux ou c'est qu'il y ait des transferts à un moment donné dans son sport? Peut-être qu'au final, si le soulevé de terre, comment il fait, un pas hyper propre, mais qu'au final, son corps a la capacité à encaisser ce qu'il fait, mais et qu'il a des transferts dans son sport, bon, j'ai envie de dire, pourquoi on va passer, 25 000 ans à corriger un truc? Alors ça ne nous empêche pas de le corriger en profondeur ou petit à petit sur le moyen long terme, mais ça sert à rien. Le gars, il sera pas forcément meilleur sur le terrain si, «Oh ça y est, j'ai une technique parfaite au soulevé de terre, c'est parfait, on a fait que de ça depuis 3 ans». C'est pas l'objectif en soi, pour quelqu'un qui veut performer sur le terrain. ouais, bien Le en sûr, force, mais en force athlétique où lui, le mec, il faut aller chercher les moindres détails, d'un soulevé de terre et cetera, bah là, peut-être qu'effectivement s'attarder sur la technique, oui. ouais, ouais, mais c'est vrai que c'est toujours, contexte dépendant, mais c'est vrai, en gros, faudrait vraiment, si je reprends l'exemple du coup de la souplesse des ischio-jambiers, faudrait du coup la travailler vraiment si c'est handicapant et que on en a besoin pour performer, par exemple, pour notre sport et à l'inverse, si c'est pas handicapant, que du coup le mouvement on le fait à notre manière et que c'est efficace pour nous, finalement, c'est pas dramatique. Si je résume ce que tu viens de dire, c'est ça? Oui, à peu près et ça, c'est si on part du principe que c'est bien un problème de souplesse et de la mobilité de chaîne poste et pas un problème de flexion au niveau des hanches qui fait que c'est plus, on va dire, peut-être articulaire que, musculaire de derrière. Mais en soi, oui, oui. OK, ça marche. Après voilà, Hem, l'avantage, c'est que la préparation physique pour moi et même la kinésithérapie, il y a pas une seule vérité. Là et c'est très bien et merci de me donner la parole, c'est d'exposer un petit peu ma vision. Je n'ai pas la vision en majuscule, il y a j'ai raison et tous les autres qui pensent pas comme moi ont tort. C'est l'avantage. Évidemment, il y a des grands principes que si on est totalement à côté de ces principes-là, c'est pas incroyable, mais plusieurs visions ou plusieurs choses peuvent aussi très bien marcher. Bien sûr, ouais. Je suis d'accord avec toi et tu fais bien de le dire parce que c'est vrai que des fois, ouais, par exemple, je vais te poser une question à toi, tu vas me dire quelque chose, tu vas me répondre, je vais me dire: «OK, c'est ta vision, c'est efficace». La même question pour quelqu'un, il va dire autre chose, mais peut-être que c'est efficace quand même. Donc Exactement. complètement d'accord.
Mais voilà, mais au moins, c'est des éléments de réponse et après, à chacun de saisir les informations, prendre du recul et personne n'a la science infuse. Donc, Et toi, au ouais, final, ta démarche de faire des podcasts, je pense qu'elle va énormément t'apporter puisque, ben, en questionnant tous les professionnels que tu fais, et ben, tu vas pas piquer 100 d'informations à une seule personne et pas écouter les autres. Tu vas un petit peu faire ta propre recette, voir un petit peu en parallèle de la théorie des autres, faire ton expérience et voir comment tu modules tout ça. Donc, ça va, je pense, être très, très, très favorable pour la suite. ouais, exactement. Et puis, bah, même tous les auditeurs qui écoutent, je pense, Et ouais. si on écoute plusieurs podcasts, mais pas forcément les biens, il y a plein d'autres podcasts qui sont très, très intéressants aussi. Donc, en regardant des vidéos, lire des livres, tout ça. Mais je pense que c'est en multipliant justement nos sources d'informations qu'on peut tirer ce qu'on a besoin, prendre du recul et se faire sa propre vision. Et Et comme tu dis, et je rebondis exactement sur ça, je pense, mais bon, après, ça, c'est peut-être la base de tout débat. Pour se faire une opinion, je pense, concrète, c'est évidemment intéressant d'écouter bah, ceux vers qui on tend notre vision des choses, mais c'est aussi toujours enrichissant d'écouter l'opinion opposée, adverse, puisqu'il y a toujours des bonnes choses à en tirer, peut-être de nuances que nous, on disait. Enfin, voilà. Avant de se faire une opinion définitive, et en plus, est-ce qu'une opinion, avec l'avancée de la science, l'expérience et tout ça, pour moi, elle ne devrait jamais trop être définitive, hein. Elle peut toujours un petit peu fluctuer dans un sens et dans l'autre. Mais c'est bien d'écouter un petit peu tout ce qui se dit pour ensuite se faire sa propre opinion. ouais, exactement. Je te rejoins là-dessus. J'ai une dernière question à te poser avant de conclure le podcast. Ça fait déjà 1 heure qu'on discute. De ouf, ça passe Euh, vite. ouais, ça passe vite. C'est par rapport à la souplesse et aux étirements, c'est un peu dans la suite de ce qu'on vient de dire. Quelle serait du coup ta vision à toi euh, pour, euh, pour quelqu'un qui voudrait gagner de la souplesse? Est-ce que tu conseillerais de faire des étirements je sais pas, après une séance, pendant des jours de repos, à froid, à chaud et aussi, bon, tu pourrais y répondre dans un deuxième temps, mais la durée et le nombre de séries pour les étirements, dans un Alors, objectif de si c'est souplesse. Ouais, ouais. Si c'est objectif de souplesse, donc bah, les étirements, c'est un outil assez intéressant, que ça soit, bah, plutôt étirement passif. Après des étirements, il en existe mille manières de faire. Ouais, J'aurais tendance qu'après une très grosse séance, intense où on a créé des dommages et cetera, venir ajouter des étirements à amplitude maximale et à une grosse intensité, pour moi, c'est pas incroyable de faire ça. Donc peut-être attendre un tout petit peu, mais par contre des légers étirements pour diminuer un petit peu le tonus musculaire et cetera, dans un but de mieux se sentir, pourquoi pas? Après là aussi, mais là, la science évolue. Je crois qu'à un certain moment, ben, les étirements n'étaient pas trop corrélés avec le diminution du risque de blessure, ni avec le fait de mieux récupérer. Je sais pas trop où ça en est, sur ces 7 dernières années, hein. J'ai pas trop regardé là-dessus, l'avancée de la science, mais peut-être qu'on est à peu près là-dessus. Donc ça, c'était pour le côté, on va dire, prévention des blessures via les étirements. Pour la souplesse, bah, à un moment donné, il faut une adaptation des tissus. Donc j'aurais envie de dire pour la souplesse, il faut passer du temps en position d'étirement, donc pour que l'étirement se fasse plutôt par fluage. Donc c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut tenir 2 minutes au plus, peut-être favoriser la durée à l'intensité, peut-être un étirement pas plus de 6, 7 sur 10 en termes d'intensité, mais par contre le tenir, 2, 3, 4, 5 minutes. Donc ça, si on parle de souplesse pure et dure. Pour moi, j'aime alors, c'est du coup 2 qualités un peu similaires, mais un petit peu différentes aussi, c'est la souplesse et la mobilité. Où la souplesse va servir à la mobilité puisque, bah, c'est un prérequis, mais mm, pour moi, quelqu'un de souple, c'est pas forcément quelqu'un de fort dans toute l'amplitude qu'il a de disponible, par exemple en passif. Et là aussi, du coup, il y a la différence, mobilité passive et mobilité active. Donc, pour quelqu'un qui souhaite être plus mobile, la souplesse est un prérequis pour ensuite mettre de la force, de l'expérience dans ces nouvelles amplitudes et surtout du contrôle moteur. ok. Donc, au Donc, final, je ne sais même pas si j'ai répondu à ta question. Je suis un peu euh, parti dans tous les sens, mais ça résume un peu ma pensée sur ça. Et après, le nombre de séries, si c'est juste diminuer un petit peu le tonus musculaire
20 à 30 secondes sur 2, 3 séquences, ça peut largement suffire et ça, tout de suite après l'effort, si c'est pas une grosse intensité, très bien. Si à un moment donné, c'est pour en gain de souplesse, ça c'est totalement à froid, c'est totalement faisable. À distance peut-être d'un effort très contraignant lui aussi, pour pouvoir engendrer des adaptations, on va dire structurelles. OK. Mais parce que ouais, sur les étirements, on entend beaucoup de choses et moi-même cette semaine-là, avec, je suis en stage dans une structure de tennis et avec mon tuteur là qui est, prépa physique, c'est marrant, moi je disais c'était après une séance d'aérobie, tu vois? Très, très légère. Il m'a dit: «On va faire des étirements à la fin, parce qu'on a du temps». Et du coup, moi, je leur disais, on fait deux trois séries de 20-30 secondes, tu vois. Et lui, juste après, il disait à d'autres que ça devait être 40 ou 50 secondes. Et je voyais déjà, on avait un décalage sur nos temps. Et j'ai pas eu le temps encore d'échanger avec lui, mais c'est pour ça, tu vois, moi j'avais un temps, lui il en avait un autre. Moi j'aurais tendance à les faire pas tout de suite après la séance. Il m'a dit on les fait après. C'est pour ça j'aime bien avoir plusieurs avis pour y confronter justement les points de vue parce que c'est vrai qu'on a tendance à entendre pas mal de choses sur ce sujet. Ben, peut-être que quelque part, s'il y a plusieurs, choses totalement pas correspondantes, c'est, bah, aussi comme tu dis, en fonction de l'intensité, voilà, tu avais l'air de dire une séance aérobie, donc peut-être peu intense, peu contraignante et du Ouais, coup, c'était peu intense, ouais. le faire direct après, pour moi, il y avait pas forcément on va dire de danger ou de points négatifs. Par contre, à un moment donné, quelqu'un qui a l'habitude et ça lui fait du bien de s'étirer après une très, très grosse séance, pour moi, beh, il devrait, comme tu dis, attendre un petit peu. Après, pour la durée, parfois aussi, j'ai l'impression qu'on se prend un petit peu trop la tête sur: «Ah mais non, c'est 30 secondes plus, si on est sur 31, ça marche plus et si on est 29, on n'est pas assez efficace». C'est un Mm. continuum. Heu, Parfois, on aime bien tout complexifier, mais du coup, en complexifiant tout, on fait plus rien parce qu'on n'est jamais sûr: «Oh putain, merde» et tout ça. Alors que globalement, à 10 secondes près, je ne sais pas s'il y aura une adaptation structurelle ou nerveuse ou peu importe, vraiment qui va différer. Donc j'ai envie de dire, si toi, par rapport à ton expérience, ta pratique, tes lectures, bon, tu dirigerais plutôt vers des 15-30 secondes ou 15-20 et l'autre, bah, il a dit 45, 1 minute. C'est pas pour moi, c'est pas comme si le mec avait toi, tu avais dit 20 secondes et le mec avait dit 5 minutes. Ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, Donc ouais, ouais. peut-être que, pour moi, c'est des échelles où il y a peut-être pas énormément de différence et que des fois, on se prend un peu trop la tête pour rien. Ouais, t'as raison. C'est vrai quand là, en l'occurrence, il y a pas beaucoup de différence. Mais après une autre, bah, c'est pas une problématique, mais c'était des joueurs qu'on n'avait pas énormément de fois. Donc c'est vrai qu'en général, on essaye si on a du temps pour faire ça pendant les séances, en général, on se dit: «Bon, bah, qu'on le fasse après la séance, c'est mieux de le faire maintenant plutôt qu'il le fasse pas plus tard». Donc voilà, c'était juste une petite parenthèse, quoi. Et exactement et du coup, quelque part, tu viens de souligner, c'est toujours dur de juger quelque chose quand on n'est pas dedans puisque là, tu as souligné quelque chose du coup, on n'a pas beaucoup de temps et cetera et que, bah, quand on n'est pas là-dedans et qu'on donne son avis sur on n'a pas sans avoir tous les éléments, c'est pas évident parce qu'en fonction du contexte, Ouais, bah, ça peut être très pertinent ou moins pertinent et pourtant c'est la même chose qui est faite si on prend l'image à l'instant T. exactement. Et ouais, bah, on en revient à chaque fois au contexte et c'est vrai que c'est mieux de vraiment voir en profondeur, un élément, un contexte, tout ça et ensuite donner son avis parce que c'est facile de dire: «Ouais, non, faut pas faire ça». Mais si le mec il a pas le choix en face, bah, c'est mieux que rien, quoi. Exactement, ça me fait penser un petit peu, bon, comme tout le monde malheureusement, même si j'essaye de diminuer, je scrolle sur TikTok et je vois des gens qui donnent leur avis extérieur sur un exercice avec une demi-amplitude et cetera. Ce genre de comportement, ça m'a toujours, fait hurler, c'est l'expression, parce qu'on ne connaît rien, on ne sait pas de pourquoi il fait, dans quel contexte, dans quel cadre, pour quel sport et cetera et c'est dur de donner un avis de: «C'est de la merde» sans savoir tout ça. Donc TikTok, c'est Exactement. pas la seule plateforme, hein, même dans la vie de tous les jours ou quoi que ce soit. Mais pour dire que parfois, ça manque un petit peu de contexte ou de communication simplement pour
pourquoi pas dire: «Ah, bah, écoute, ça, c'est peut-être pas le plus adapté» ou «Ah, bah, du coup, tu m'as convaincu, tu as raison de faire comme ça, c'est moi, mais du coup, j'allais te conseiller, pas optimalement». Ouais et bah, ça me fait penser à certaines, vidéos de Olivier Bollier où il montre un extrait de préparation physique, d'un athlète de haut niveau qui prépare les JO, qui fait un exercice, on dirait qu'il est fou comme il dit, sur l'exercice. Après il justifie, il dit: «Il fait ça pour ça, pour ça, pour ça» et après tu te dis: «Ah ouais en fait, c'est adapté pour lui. Moi si je le fais, je me blesse, mais pour lui, c'est très bien quoi». Exactement et ça serait, je pense, plutôt comme ça à terme qu'on devrait tous réfléchir. Mais bon, après, quand on est novice, qu'on a l'impression de tout savoir parce qu'on a lu un article ou un truc, bon, c'est aussi humain. On est tous passés par là. Moi, le premier en L1 ou en L2 STAPS, tu vois quelqu'un, tu critiques, tu dis c'est de la merde et en fait, quelques années plus tard, tu te dis ah ben merde, j'avais peut-être pas le bon discours. Ouais et exactement, je te rejoins là-dessus. Écoute, j'ai une dernière question pour conclure ce podcast que j'aime bien poser en général. Est-ce que tu aurais une expérience à nous partager avec, par exemple, un athlète ou par rapport à toi, quelque chose que tu aurais vécu, que tu aurais fait vivre à un athlète, où il en est sorti une expérience positive, un point positif qui permettrait de finir sur une touche positive enrichissante? Oula, alors tu me prends de court. J'espère que les athlètes que je suis ont des expériences positives à mes côtés. Alors là, comme ça, non, enfin, j'aurais plutôt tendance plutôt aux athlètes à penser, à des patients qui traînent des douleurs depuis, 6 mois, 1 an, 2 ans, qui ont malheureusement aussi vu certains kinés en faisant, bah, juste massage électrode et chaud et rien d'autre et en leur donnant certains outils, en les rassurant et cetera, sans dire que: «Oui, bah, je suis le meilleur kiné du monde, c'est normal, c'est avec moi» et cetera. Bah, reprennent confiance en eux, en mouvement et puis, bah, au bout d'1 mois, te disent: «Bon, ben, je suis quasiment plus gêné au quotidien, ça va beaucoup mieux» et cetera et j'aurais plutôt ça en tête, non pas encore une fois pour dire: «Oui, je suis le meilleur, regardez grâce à moi, toute personne qui a des douleurs depuis 3 ans, venez voir et je suis magicien», pas du tout. Mais je trouve ça très valorisant, alors assez dépend puisque ça veut dire qu'avant elle a pas vu d'autres professionnels de santé, qui permettaient à la personne de reprendre confiance. Donc ça, c'est un peu con, mais du coup valorisant en ayant utilisé les bons outils dans son contexte à elle, permis à la personne de retrouver une vie quotidienne, qu'elle souhaite. Et c'était une personne qui avant, du coup, faisait électrode, je sais plus ce que tu as dit, massage ou je sais pas trop quoi, et qui est passée sur des exercices où il y a eu du mouvement, elle bougeait, tout ça, c'est ça? C'est ça. Alors, ça ne veut pas dire non plus que moi j'utilise jamais le massage. J'utilise le massage parce que il y a des bienfaits pour mieux travailler derrière. Mais effectivement, la personne que j'ai en tête, bah, elle avait vu, un autre kiné avant, c'était, c'était vraiment du coup un peu le cliché qu'on parle chez les kinés de la personne voit 10 personnes en même temps. Allez, à la limite, le seul sport qu'elle fait ou les seuls exercices, c'est allez, 10 minutes de vélo, ensuite on met les électrodes, ensuite on masse un peu quand même et on termine par un peu de chaud. Et ça y est, la séance Mmh. de kiné est faite. Mais oui, mais c'est vrai que j'ai vu pas mal de choses comme quoi c'était, entre guillemets «surcoté» de les massages, les poches de chaud ou ce genre de choses. Et qu'en général, les gens, ils vont chez le kiné, du coup, ils s'attendent à avoir un petit massage, pépère, tout ça. Alors que finalement, comme tu as dit, il y a d'autres outils, ce sont des outils, mais il y a d'autres outils. Alors moi, je suis pas kiné, hein, mais je commence à comprendre un petit peu ce genre de choses. Et que du coup, ouais, il y aurait des outils où justement, aller vers du mouvement, vers la sollicitation musculaire, tout ça, ça pourrait être plus intéressant. C'est ça. Alors, du coup, bah, là, ça fait rentrer dans un autre débat, et cetera. De dire que Ouais. le massage et les électrodes ne servent à rien, encore une fois, pas du tout, parce que peut-être à un instant T, ça sera suffisant pour permettre et nécessaire pour permettre à la personne de ensuite mieux bouger. Pour moi aussi, la nouvelle vague de kiné touche de moins en moins les patients. Je comprends et c'est totalement leur avis et c'est moi-même la nouvelle vague, hein. Je suis diplômé que depuis 2 ans et demi. Mais je pense qu'à un moment donné, c'est quand même important de garder ce contact-là
Évidemment, ne pas tout mettre que sur l'alliance thérapeutique, sinon tout le monde te dira: «Bah oui, moi je veux une demi-heure de massage et après je ferai tout ce que vous voulez». Mais à un moment donné, c'est un lien concret avec la personne. Lors du massage, ben, en général, on communique et on prend le temps d'obtenir énormément d'informations qui nous auraient peut-être pas dit lors on va dire, j'aime pas ce terme, mais l'interrogatoire du bilan où tu vois, Mmh. comment la personne, tu poses des questions en profondeur sur la douleur et cetera et des informations qu'elle aurait pas dit. Donc du coup, ça permet d'obtenir plein d'informations. Mais du coup, après, c'est un autre débat de dire, c'est des outils, exactement comme tu as dit, que j'utilise. Évidemment, j'utilise à 80 du temps plutôt le mouvement, le renfort, la communication, le retour en confiance et cetera. Mais qu'à un moment donné, le massage et un moindre donné, mais de temps en temps aussi les électrodes ou le chaud, heu, pour participer aux soins d'une personne. Ouais, comme tu as dit, c'est un autre débat et Mais voilà. bon, on pourrait faire plein de débats, hein. Il y a plein de sujets, à débattre mais ouais, comme tu as dit, c'est des outils. Il y a pas que du chaud, il y a pas que du froid et c'est, contexte dépendant. Voilà, Johan, un mot de la fin? Bah, déjà, merci à ceux qui ont pris le temps de venir écouter ce podcast, et je dirais peut-être s'il y a deux trois mots à retenir de tout ça, j'aurais tendance à dire progressivité, que ça soit dans la reprise du sport ou la performance et cetera pour laisser le corps à s'adapter. Ensuite, contexte et nuance, je dirais en deuxième. Tout a besoin d'être contextualisé et pour moi, donner une étiquette définitive dans un extrême n'est jamais trop optimal. Et après, surtout, l'aspect, notamment pour la pratique, hein, et notamment là, je parle plus de personnel et ma pratique sportive, le plaisir. Si on ne prend pas de plaisir dans ce qu'on fait, on aura beau avoir les objectifs de performance, athlète hybride, force, machin, si on ne prend pas de plaisir, à un moment donné, ça risque d'être compliqué. OK, bah, merci beaucoup pour ton temps, pour, avoir pris le temps d'expliquer les divers sujets que j'ai pu mettre en avant sur ce podcast. C'était très intéressant, très enrichissant. J'espère que les auditeurs qui auront écouté cet épisode auront, appris des choses et franchement, très, très bon épisode. Je te remercie encore une fois et Bah, à mon tour, voilà. à mon tour de te remercier de faire confiance à des gens comme moi et d'autres que tu as pu interviewer pour leur donner la parole, exposer leur point de vue, et encore merci pour ce que tu fais. Bah, de rien, avec grand plaisir et puis j'espère que justement les idées reçues un peu que beaucoup de personnes ont, bah, je pense, justement ta vision que ouais, j'espère que ça va éclairer un peu certaines personnes, comme on a dit, on n'a pas la science infuse, mais ça peut éclairer certaines personnes, qui se disent, «Ah, je pensais ça, ah OK, peut-être que telle chose est intéressante». Je pense déjà ce sera, un bon pas vers l'avant et bah, c'est pour ça que je suis ravi de t'avoir eu sur le podcast. Le plaisir partagé. Bah, écoute, bonne fin de soirée et à la prochaine. Salut, à la prochaine. Salut. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, partager l'épisode et laisser une évaluation au podcast. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire pour pouvoir faire évoluer le podcast. Vous pouvez retrouver le podcast ainsi que l'invité sur les réseaux avec les informations en description. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.